Voici Virginie Calmel. Bonsoir, bonsoir. Prenez place. Ah, écoutez, heureusement, maintenant... Ça va peut-être un peu détendre l'atmosphère. Peut-être. Alors, bonsoir, Virginie d'Aquitaine. Presque 900 ans après Aliénor, le Sud-Ouest livre sa nouvelle blonde politique. Et oui, Aliénor est une catastrophe. Hein. C'est à cause d'elle qu'il y a eu la guerre de 100 ans. Mais Aliénor, elle était reine de France, reine d'Angleterre, quel destin! C'est à cause d'elle qu'il y a eu la guerre de 100 ans. Alors, on va pas refaire un débat sur Aliénor d'Aquitaine. Je vous souhaite pas le même destin. Hein. Alors, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes engagé dans la vie publique depuis 4 ans auprès d'Alain Juppé. 3 ans. Et donc, vous êtes la première adjointe à la mairie de Bordeaux. Vous avez monté votre propre mouvement, Droite Libre, qui est l'arme anti-Macron. Oui, enfin, on y reviendra. Un peu quand même. C'est plus mesuré que ça. Et le 3 mars dernier, vous avez renoncé à soutenir François Fillon, mais vous avez participé au meeting de Biarritz. Là, je ne me trompe pas. Si, un peu, mais bon, alors vous allez y revenir. Voilà, j'ai jamais renoncé à le soutenir. Ah bah si, vous avez fait un... Non mais je vous explique. Oui, d'accord. On vient de le voir en image. Est-ce que c'est pas bien compliqué pour la droite en général et pour vous en particulier de faire campagne pour François Fillon C'est vrai que ça donne cette impression. Voilà, un peu. C'est très compliqué. Comme vous venez de le rappeler, je fais de la politique depuis 3 ans. Moi, j'essaye d'être fidèle à mes convictions, à mes valeurs. Et d'abord à l'homme politique qui m'a fait arriver en politique, qui s'appelle Alain Juppé. Voilà, je suis première adjointe au maire de Bordeaux. Je suis engagée à ses côtés. C'est lui qui m'a vraiment mis, comme on dit, le pied à l'étrier. Et donc, je crois qu'il est important, même si c'est pas toujours légion dans ce monde-là, de garder de la fidélité et surtout de la loyauté à l'homme politique avec lequel non seulement j'ai commencé, mais j'ai plaisir à travailler au quotidien, comme vous l'avez dit, en Nouvelle-Aquitaine, comme adjointe au maire, mais aussi vice-présidente de Bordeaux Métropole et conseillère régionale, puisque j'ai perdu aux élections régionales où on m'avait envoyé comme tête de liste alors que je n'avais que 12 mois de politique derrière moi. Donc c'est cette fidélité qui me guide. Maintenant, il y a eu une règle, elle a été très claire, il y a eu des primaires. Et ces primaires de la droite se sont bien passés. 4,3 millions de votants. Et derrière, vous le rappelez, le soir du 2e tour, tout le monde était rassemblé derrière le vainqueur. C'était la règle. C'était, de mon point de vue, nécessaire pour justement que cette famille politique puisse avoir un leader qui s'appelle François Fillon, parce que les électeurs ont été très clairs. Et vous vous rappelez aussi que les scores ont été, je dirais, sans appel. Donc c'était François Fillon et on s'est tous rassemblés derrière lui. Donc il n'y avait pas vraiment de problème particulier. Ensuite, on l'a tous vécu ensemble. Voilà, il y a eu une succession de révélations. Une volonté clairement mais je crois que toutes les campagnes présidentielles ont montré ça, d'aller titiller celui qui pourrait être le futur président de la République, de le mettre un peu à nu. À ce point-là, je pense que c'est inédit quand même. Je pense qu'on peut s'entendre là-dessus, on n'a jamais vu ça. Vous me dites ce qui est inédit, c'est peut-être aussi le timing. C'est que c'est vrai qu'on se rend compte. Il y a plusieurs choses inédites. Enfin, moi, une fois encore, je débute, mais plus ça va, plus je me dis que la violence de ce milieu est crescendo. Et qu'on va beaucoup plus loin que peut-être d'autres campagnes. Ce qui est inédit aussi, c'est qu'on s'est attaqué à sa femme, à ses enfants. Des choses qui n'avaient pas lieu dans d'autres campagnes. Et puis, ce qui est inédit, c'est le timing. C'est qu'on est à même pas 2 semaines et demie du premier tour et on est encore en train de parler de ça. Alors que pour moi, il y a entre guillemets un temps pour tout. Je pense que effectivement, les Français ont besoin de savoir à qui ils ont affaire, mais ils n'ont pas besoin non plus qu'à un moment donné, on crée. Je vous écoutais juste avant, le débat est passionnant. On voit bien qu'il y a un vrai clivage entre les élites et les politiques et les Français. Et là, on rajoute en fait dans le côté tous pourris ou tous à dézinguer. Moi, ça me choque et je pense qu'une fois encore, il n'y a pas à tortiller, pardon, mais il faut soutenir ses convictions. Et moi, je n'ai pas fait 2 ans et demi aux côtés d'Alain Juppé en disant qu'il fallait supprimer les 35 heures, mettre la retraite à 65 ans, sauver le régime des retraites dans ce pays, lutter contre le chômage, éviter qu'on fasse d'une fatalité 1 jeune sur 4 au chômage aujourd'hui, un jeune actif. Non, je vais pas, quand j'en vois qui éventuellement vont dire tiens je vais soutenir Emmanuel Macron, je me dis qu'ils n'avaient pas lu les projets ou qu'ils ne sont pas fidèles à leurs convictions. Je voudrais vous faire
un compliment paradoxal. Quand j'étais gamin, j'étais très admirateur de la gymnaste Nadia Comaneci. Oui. J'ai l'impression que votre souplesse est encore supérieure à la sienne. Ça commence même à devenir préoccupant pour vous. Faites attention au claquage. Je suis très sourde. Parce que, bon. Alors d'abord, moi j'ai le communiqué, chaque mot est de vous, donc voilà, c'est pas de l'interprétation. Alors c'est tout à fait dans la lignée de Gaël Tchakaloff, parce que vous commencez par rappeler vos liens sentimentaux avec Jérôme Chartier. Bon, c'est parfait. Ça évite aux journalistes de le faire. Non, mais très moi, bien. j'aime pas les outings par la presse. Je vous le dis vraiment pour l'anecdote. Alors attends, mais après... soit vous êtes la compagne de Jérôme Chartier, qui lui-même est le conseiller spécial de François Fillon. Et je pense que c'est nécessaire. Ça doit donner des discussions conjugales animées. Ben voilà, la preuve, vous voyez. Et les conjoints savent pas quoi se dire. Le titre, c'était Le cœur, la raison, la France. Parce que parfois, on peut être partagé entre le cœur et la raison. Je comprends. Voilà. Mais c'est tout à fait anecdotique. Ce qui est moins, c'est ce que vous dites sur François Fillon. Vous dites ce que vous rappeliez à l'instant. Il ne peut plus faire campagne sereinement. Et surtout, le deuxième point, vous dites il n'est plus le candidat du Rassemblement suite aux départs successifs au sein de sa propre famille politique. Oui. Alors déjà, vous avez visiblement changé d'avis. Non, mais est-ce que vous me permettez de remettre les choses dans le contexte? Quand je fais ce communiqué, je sens que le contexte est important. Il est capital. Vous vous rappelez qu'il y a eu le mercredi cette révélation qu'il allait probablement être mis en examen, probablement, avec cette convocation. À ce moment-là, les leméristes, et Bruno Le Maire en tête, quittent la campagne. Les jupéistes commencent à faire des communiqués et quittent la campagne. L'UDI dit on se met en retrait. Au moment précis, vous savez d'abord, moi je suis franche, c'est-à-dire que ce que j'écris, je l'ai dit à François Fillon. On a eu cet échange. Moi je fais pas mes coups dans le dos. Voilà, moi j'assume ce que je pense à un instant T. Et donc je lui ai dit, le jeudi matin, il nous a convoqués, on était 7 autour de la table. J'ai écouté, là on est quand même dans un moment très particulier où effectivement les conditions du rassemblement n'étaient plus celles, non, puisque les leméristes étaient partis, les jupéistes étaient partis, et l'UDI aussi. Vous n'êtes pas ça, c'est le jeudi. Et ensuite, non, je ne me suis pas contentée de ça. J'ai rappelé qu'il y avait un plan B, ce que on avait essayé d'enterrer, et qu'il y avait la possibilité Alain Juppé. C'est tout. Après, moi, je vous le dis, je n'ai pas fait partie des gens qui ont dit il faut que François Fillon se retire. C'est à lui de prendre cette décision. Vous allez plus loin en disant revanche, en appeler à sens commun pour la manifestation est extrêmement dangereux. C'est-à-dire que Fillon a fait tout ce que vous ne vouliez pas accepter et vous êtes là en tant que soutien. Mais non mais pardon Éric, elle a été légitimiste avec Alain Juppé et loyaliste avec François Fillon. Enfin, c'est quand même pas compliqué à comprendre. Est-ce que vous vous rendez bien compte ce que ça donne dans l'esprit du public? Non, parce que je voudrais que vous compreniez quelque chose que nous avons tous vécu. C'est qu'au fond, à l'instant T, c'est factuellement vrai ce que je dis. En revanche, 3 jours après, ce n'est plus vrai. François Fillon a réussi, mais pardon de le dire, et il faut quand même le reconnaître, à rassembler sa famille, puisque l'UDI revient et signe un accord devant toutes les caméras. Le maire est revenu, le maire lui-même vraiment. Et quant à Alain Juppé, pardon de le dire... La manifestation avec sens commun n'a pas eu lieu. Alors, cette manifestation, et c'est très intéressant ce que vous dites, ce que je dis là, c'est qu'il y avait un risque de débordement. Est-ce que les débordements ont lieu le dimanche? Non. Est-ce qu'aux places du Trocadéro, il n'y avait que des sens communs? Non. Sinon, le nombre aurait été inférieur. Donc, si vous voulez... Non, mais vous avez répondu à ça, mais je voudrais qu'on avance. C'est plutôt moi qui me trompe en disant attention dimanche. Et puis l'autre sujet, c'est que je pense que François Fillon a compris qu'il faisait la synthèse des droites. Il faut vous faire confiance parce que vous vous êtes trompé, donc c'est ça. Mais vous savez, j'ai l'humilité de le reconnaître. La preuve, et la dernière question, Madame Calmette, vous avez répondu. Sur un débordement éventuel le dimanche qui n'a pas eu lieu, qui a été un meeting extrêmement respectueux. Et ensuite derrière, il y a du sens commun. Il y a du sens politique. Dans lequel vous vous reconnaissez politiquement. Pas du tout. Voilà. Pas du tout, et je l'assume. Je ne me reconnais pas dans le sens commun. Et ce que je crois important, et c'est pour ça que je fais droite libre d'ailleurs, qui est libéral humaniste, et je pense qu'à un moment donné, je suis plus progressiste probablement sociétalement que Sens commun, mais l'important, c'est ce qui nous unit. C'est qu'est-ce qu'il y a de plus important, un point sur l'adoption ou le programme économique, question, le programme régalien. Lâcher Zemmour. Vous avez soutenu Juppé. Alors vous avez repris. Et ensuite, pardon de rappeler que c'est Alain Juppé lui-même, dans une décision personnelle, qui finalement décide de ne pas y aller. Donc ça veut dire qu'indirectement, il légitime le fait qu'on ne va pas se retrouver sans candidat de la droite et du centre. Alors justement, vous dites que les primaires étaient bien organisées. Il y a quand même un problème dans les statuts des primaires qui était ils n'ont pas pensé
l'indisponibilité, l'empêchement. Mais d'un en candidat. l'occurrence, il n'a pas été empêché. Pourquoi on peut pas y penser quand Mais on il le n'a pas prévoir été empêché. J'étais en train de poser une question, si ça ne dérange Je vous personne, en bien prie, sûr. Pardon. Vous avez donc soutenu Alain Juppé, vous avez repris Anaïs quand elle a dit anti-Macron, mais on sent bien que vous n'êtes pas sur la ligne Macron. Excusez-moi. Parce que je Vu pense d'où qu'il je est suis, dans l'entre-deux. qu'est-ce qui sépare fondamentalement Juppé de Macron? Alors Vraiment, ça- c'est noir et blanc, vous aurez beaucoup de mal à m'en convaincre. Alors, Et je vous laisse... merci de essayez me de le donner faire. cette opportunité. Parce que pour moi, il y a vraiment comment dirais-je, un partage très fort entre l'incarnation et l'image véhiculée par Alain Juppé, L'image, oui. et notamment cette idée complètement absurde, mais qui a prévalu pendant les primaires, qu'il serait finalement centre-gauche. En gros, et à ce moment-là, je vous rejoindrai, il serait proche de M. Macron, qui est C'est ce que je crois. plutôt de gauche, C'est ce que je centriste, voilà. Mais ça, c'est l'incarnation d'Alain Juppé. Mais pour moi, qui ai travaillé à ses côtés pendant 2 ans et demi, qui est participé à la coécriture de son programme économique. Mais lisez-le. Le programme économique d'Alain Juppé, c'est pas du tout le programme économique d'Emmanuel Macron. J'ai lu les deux. Et- Enfin, écoutez, Ah, c'est pas le jour et la Ah non, nuit. mais Excusez-moi, Éric, vous enfin. me donnez 2 secondes, je vous énumère tout. La retraite. Emmanuel Macron ne la bouge pas. Alain Juppé la mettait à 65 ans, comme François Fillon. La baisse de la dépense publique. Alain Juppé, comme François Fillon, moins 100 milliards. Rien chez Macron, moins 60 plus 60. En gros, il diminue pas. Il augmente la CSG, Emmanuel Macron. Pas d'augmentation d'impôts chez Alain Juppé, sauf un point de TVA. Il supprime les SF. Alain Juppé, Emmanuel Macron nous dit surtout pas un entre-deux. Le régalien, Ça, c'est du bricolage économique, Alain ça, oui. Juppé, il met des quotas d'immigration. La même chose que François Fillon. Vous avez écouté Emmanuel Macron, on est à l'opposé, il valide la politique de Madame C'est Merkel. très À intéressant. l'opposé, ce que non. vous Et dites. excusez-moi de vous dire que quand on regarde rationnellement, et on est dans l'irrationnel, vous venez d'en parler avant moi, c'est-à-dire qu'en fait c'est à la tête du client, il y en a un qui sent pas, il y en a... Mais quand on est dans le Ça, c'est rationnel catalogue. des projets, Alain Juppé et François Fillon sont très peu éloignés. Ils pourraient être dans et le même donc c'est gouvernement. un mythe. Ah oui, ça oui. Pour être dans le même gouvernement. Attendez. Avec Emmanuel Macron, vous voulez dire Oui. Non, Madame- mais Emmanuel Macron a pris, pardon de vous le dire pour moi, un postulat qui est encore davantage d'impôts et pas... On ne s'attaque pas vraiment à la réduction de la dépense publique. C'est vraiment l'opposé de l'approche Juppé comme Fillon, qui disent que l'impôt, on n'en peut plus, qu'il faut libérer les entreprises et donc abaisser considérablement les charges qui pèsent sur les entreprises, l'impôt sur les sociétés. C'est une autre approche qui est une approche, et c'est pour ça que, en tant que droite libre, je soutiens François Fillon. Moi, ce qui m'est le plus important, le plus cher, c'est de restaurer la liberté. Zemmour. La Alors. liberté et le libéralisme n'étant pas le capitalisme. Madame Calmès, le libéralisme n'est pas le capitalisme. Là, vous vous avancez un peu, mais c'est pas grave. C'est Non, une autre je discussion. pense que c'est quelque chose de distinct. Et il faut bien avoir cette distinction. Il y a 2 choses dans votre long échange avec mon camarade Nolo. La première, c'est effectivement, vous avez été dans le camp des juppéistes qui ont tenté un putsch contre Fillon et qui a raté. Alors évidemment, comme les putschistes qui échouent, vous avez le choix entre la prison et le ralliement aux vainqueurs. On le voit avec Erdogan, on le voit en Égypte. C'est la même chose. Il a raté le putsch complètement à cause de Sens commun et de la manifestation du Trocadéro. Si, les juppéistes ont voulu couper la tête de Fillon et ça a raté. Oh, très bien, ça a raté. Maintenant, vous êtes très mal parce que, comme beaucoup de juppéistes, soit vous allez chez Macron et vous arrivez comme des carabiniers, donc on n'a plus besoin de vous, soit vous restez avec Fillon, mais vous garderez toujours, je suis désolé de vous le dire, la marque indélébile de la traîtresse. Vous ne serez jamais en odeur de sainteté auprès de Fillon, sauf renversement extraordinaire. Alors maintenant, Éric Zemmour, est-ce que vous pouvez imaginer qu'on peut valoriser la loyauté, la sincérité, l'authenticité? Je pense que mon rapport avec François Fillon, contrairement peut-être à d'autres, il a été très franc et très direct. Ce que j'écris là, vous êtes dans le camp des je lui juppéistes, dis- c'est pas de ma faute, moi. Mais c'est normal, je suis oui, dans c'est le normal, camp des mais juppéistes. c'est pas un reproche que je vous première fais. adjointe au maire de Bordeaux. Mais je suis d'accord. Cette loyauté à Alain Juppé, vous savez quoi? Je pense que même François Fillon, il la valorise. mais je suis d'accord. Parce que je crois qu'ils en ont marre, ces gens-là, d'avoir sans arrêt des traîtres, comme vous le dites, autour de vous. Donc vous êtes dans le camp des traîtres. Vous n'êtes pas une traître en soi, mais vous êtes dans le camp des traîtres. J'ai expliqué à François Fillon ce qui pour moi était une situation. En revanche, je l'ai laissé, moi d'abord, je reste à ma place. Je considère que je n'avais pas à dire il doit s'en aller, il doit pas s'en aller. C'est lui qui décide. À partir du moment où il décide de se maintenir, il faut jamais oublier, et il le redit, pourquoi il décide aussi de se maintenir?
parce que Alain Juppé décide aussi de ne pas y aller. Non. Si, pardon. Juppé n'y va pas parce qu'il y a le Trocadéro entre les deux et qu'il est piégé et que les sarkozystes montent avec Châtel et Barouin, ils montent derrière Fillon pour lui montrer qu'ils ne seront pas avec lui. Le putsch est mort. Cher Éric Ce genre de Zemmour, putsch, j'en ai vu et je peux vous dire que là, il était mort. J'ai suivi l'avancée des choses et un jour, peut-être, je l'expliquerai plus tard, parce que je n'ai pas pour habitude de trahir des conversations alors on en reparlera plus tard. bilatérales. Maintenant, il y a une deuxième... Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que, et d'ailleurs, c'était un peu le sens de mon communiqué, c'était pas de dire François Fillon doit s'en aller, si vous le lisez bien. C'était de dire, non, lisez bien. C'est le rassemblement. C'était de dire, je pense qu'il est temps, compte tenu de la crise que nous vivons collectivement, que François Fillon, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy se rencontrent. Vous le dites à la fin du communiqué. Pardon, c'est mon communiqué, le vendredi. Et je peux vous le dire, puisque c'est dans la presse, qu'Alain Juppé et Nicolas Sarkozy se parlent pour la première fois le samedi. D'accord? Donc, si vous voulez, moi, j'aspirais simplement à une chose. C'est à un moment donné que ces hommes d'État, parce que je pense que c'est quand même 3 hommes d'État qui ont exercé les plus hautes fonctions dans ce pays, se parlent, se disent que qu'est-ce qu'on fait demain? Moi, pardon de vous le dire, ma loyauté à Alain Juppé, elle sera... Est-ce que j'ai dit le contraire? Non, mais tout ça pour vous avez dire bien que raison. le lundi... Vous avez bien raison, mais vous êtes loyal à celui qui a raté le putsch. C'est pas de ma faute. Est-ce que vous pouvez juste comprendre que quand Alain Juppé, le lundi, tout seul, prend sa décision, madame, c'est pas tout seul. Si, c'est tout seul. C'est parce qu'il est mort et qu'il le sait, et qu'il a perdu la bataille du Trocadéro. C'est pas tout seul. Non, mais il prend cette décision, c'est une décision compris qu'il avait perdu. Personnelle. Oui, mais... On peut saluer le brio politique à ce moment-là. La deuxième défaite. Non, mais le brio politique de François Fillon, qui fait une démonstration de force. Eh ben voilà, on est d'accord. Mais bien sûr, mais c'est quand même ce qui s'est passé. Ce que je dis le jeudi, il prouve qu'il est capable derrière de rassembler l'UDI, de récupérer, et pardon de vous le dire, il récupère le soutien d'Alain Juppé. Non, parce qu'il y a une deuxième partie dans la longue intervention. Il récupère le soutien d'Alain Juppé. Parce qu'il y a l'intervention sur, vous nous avez dit très justement, que le programme économique de Juppé était beaucoup plus proche de celui de Fillon que de celui de Macron. Et le régalien également. Je suis d'accord avec vous. Eric, on a une minute. Hein. Une minute, oui. Bon. Simplement, dans ce cas-là, une fois de plus, Juppé a été une cruche. Parce qu'il s'est laissé, non mais cruche politiquement. Mais si, je maintiens. Et c'est pas la première fois. Il s'est laissé accrocher l'étiquette de Ali Juppé, de l'homme de l'identité heureuse, et c'est là-dessus qu'il a perdu. Ce n'est pas sur les 35 heures ou sur la suppression de l'ISF. Je pense qu'effectivement, eh ben, là, tant pis pour lui. Cette idée, qui était une idée philosophiquement intéressante, est assez brillante, a été totalement dévoyée. Non, mais quand vous lisez vraiment en détail son point de vue, il est très intelligent, il est très pondéré. Il a été totalement dévoyé. Non, il n'a pas été dévoyé, il a été bien compris. Non, et caricaturé. Ben non, on ne peut pas dire qu'Alain Juppé est proche de l'islamisme, ni qu'il est pour des accommodements raisonnables. Mais il a été... Oui. Non, si vous lisez pour un État fort, honnêtement, le projet régalien d'Alain Juppé est sans complaisance aucune avec l'islamisme. Il veut des quotas d'immigration, il veut des prêches en français. Il l'a pas du tout présenté, il l'a pas du tout bien présenté. C'est ce que nous disions tout à l'heure. Ça s'appelle de la politique. Une différence entre l'incarnation et l'image. C'est pas de l'image, c'est de la politique, Madame Calmel. C'est lui qui parle aux gens, c'est pas nous. Nicolas Sarkozy a utilisé cette faille pour essayer de montrer que Juppé pouvait être un peu gauchisant sur les bords sur cette thématique, mais son projet et ses écrits, c'est-à-dire ses livres, et pour un État fort, dit exactement le contraire. C'est là votre conclusion, chère Virginie Calmels. Alors, comme on savait que ça risquait un peu de chauffer, avec Éric Zemmour, cette nuit, après le débat, on a préparé le QCM. Éric est tellement enchanté de rédiger ces questions. C'est le QCM. Non, mais c'est sa blague hebdomadaire. Alors, mesdames, si on vous demandait de parier sur la victoire de François Fillon à la présidentielle, est-ce que vous miseriez 15 centimes d'euros? C'est le prix de pain au chocolat de Jean-François Copé. 2 000 euros, c'est la valeur de l'Opel Corsa 2006 de Benoît Hamon. Ou 13 000 euros, c'est le montant des costumes de François Fillon. Tu veux y aller? Vas-y. Moi, je mise Fillon. Ah oui, parce que je pense que le débat d'hier soir a montré vraiment qu'à un moment donné, on n'est pas là pour savoir quel est le plus sympa, avec qui on partirait en week-end, mais qui aura la stature d'être chef de l'État pendant 5 ans. Pour moi, il n'y a pas photo. Et les plus beaux costumes. Fillon.
Moi, c'est 0,15 €, je suis désolée. Parce que, mais au fond, parce que je crois que ce qui restera comme plus belle qualité à François Fillon, c'est l'inflexibilité. Ça ne suffit pas pour faire campagne. Ça ne suffit pas pour faire campagne loin des Français. Ça ne suffit pas pour faire campagne dans la verticalité et s'adresser à un public de niche. On peut dire aussi la solidité au lieu de l'inflexibilité. Et je crois que ça, c'est une qualité très importante pour le destin de la France pour les 5 prochaines années. Très bien. Plutôt que les girouettes ou les gens qui disent un peu ce qu'ils ont envie d'entendre à différentes... Ah, tiens. Alors justement... Nous avons un petit différent. Ça va bien se passer. Vous pourriez voter pour Emmanuel Macron au second tour s'il était opposé à Marine Le Pen, François Fillon, Jean-Luc Mélenchon. Ah bah s'il était opposé à Marine Le Pen, oui. Vous appellerez, vous ne ferez pas le nini. Écoutez, une fois encore, je pense que c'est François Fillon qui sera en situation. Voilà. Mais je prendrai mes responsabilités parce que je ne suis pas femme à considérer qu'on se lave les mains. Donc je pense qu'il faut prendre part et en expliquant... Mélenchon, alors. Chère Mélenchon, madame, c'est plus intéressant comme non, mais contre Marine Le Pen, non, mais contre Mélenchon, elle appellera à voter Macron, c'est évident. Contre Marine Le Pen, vous appellerez donc à voter Macron, comme la plupart des élus républicains, et en revanche, comme au contraire d'une majorité d'électeurs des Républicains. Mais vous savez, là, il y a un risque de fracture, alors là, gigantesque. Je pense qu'une fois encore, chacun a sa place. Je crois qu'au fond, c'est mes convictions personnelles et ce que je ferais moi. Est-ce que j'appellerais, vous savez, je crois qu'il faut laisser les gens libres de leur choix et que je ne crois pas aux directives de vote. En revanche, si on me posait la question, il me semble normal de ne pas me dérober et de dire ce que moi je voterais. Zemmour a répondu à votre place pour Mélenchon-Macron, mais peut-être que vous pouvez répondre à la question. Oui, non, je crois qu'il a raison. Ouais, évidemment. Ne répondez pas parce qu'après vous serez étiqueté soutien et vous ne pourrez plus faire la promo de votre livre. Je ne pas à la question, mais ce que j'ai à dire, c'est que je pense que le candidat Macron, quoi qu'il arrive. Le candidat idéal, il a le magnétisme de Marine Le Pen, l'inflexibilité de Fillon, l'éloquence de Jean-Luc Mélenchon et l'absence de cynisme et l'enthousiasme d'Emmanuel Macron. Le général de Gaulle. Frankenstein. Non, c'est le général de Gaulle. Bricolage. Des moutons à 5 pattes, voilà, le problème, c'est qu'on les Il n'est pas candidat. Alors, pour lequel de ces potentiels présidents pourriez-vous être ministre? François Fillon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron? Ah, je n'en sais rien. A priori, si je devais être ministre, ce serait plutôt d'un gouvernement Fillon. Le reste me semble... Mal parti. Oui. Très bien. Mais pour Fillon aussi, ça me paraît mal parti. Oui, absolument. Éric Zemmour a dit que j'étais tricarde. Moi, je veux pas... Parce que je suis jupéiste. Mais parce que vous pensez que François Fillon ne fait pas la synthèse de toutes les droites. Qu'il n'accepte pas les jupéistes comme les leméristes, comme les NKM. Je taquinais, mais vous avez raison, il sera obligé de le faire si jamais par miracle il est élu. Et puis la rancune en politique, on sait bien que... Ça se jette à la rivière. Ouais, vraiment. Non, mais je crois que ce qui est plus important, c'est de rester loyal et fidèle à ses convictions. Voilà, c'est ça qui m'importe. Et donc, si je dois être tricarde parce que je suis loyale et fidèle à mes convictions, bah tant pis. C'est une bonne réponse. Féminin, non? Non, c'est une bonne réponse, il n'y a rien à dire. C'est bien si c'est féminin, c'est bien. C'est la question qu'on peut se poser après le ralliement, entre guillemets, de Manuel Valls, c'est-à-dire est-ce qu'il vaut mieux être fidèle à ses convictions ou à sa parole? Vous avez 4 heures. Je vous le dis, ça m'a vraiment choqué que quand on fait des primaires, quand on dit à tout le monde qu'on soutiendra le vainqueur, on ne le soutient pas. Ouais, mais il est fidèle à ses convictions. Ah, ouais. Oui, mais à ce moment-là, il fallait le dire quand on lui a posé la question. Il aurait pu dire, eh bien, ça dépend. Peut-être que je soutiendrai, peut-être que je soutiendrai pas. Vous savez, c'est ce qu'avait fait Trump pendant la primaire républicaine aux États-Unis. Il avait dit, je ne m'engage pas à voter pour le vainqueur. Ça dépend. Je trouve ça plus honnête que celle de cette attitude. Et ce que je trouve à droite qui a été réussi, c'est qu'en dépit de tout et de toute la boue qui a été déversée sur notre candidat, eh bien, tout le monde reste quand même... Non, le maire a dit qu'il voterait Fillon et Juppé soutient Fillon régulièrement. Il l'a encore fait il y a 2 jours. Maintenant, c'est vrai. Et il ne cesse de dire qu'il soutiendra Fillon parce que, voilà, je crois qu'il y a une colonne vertébrale. Mesdames, je dois mettre un terme à cette aimable conversation. Vous étiez pourtant ravis d'être là. Voici